Madame, monsieur, sortez les griffes et les passeports, s'il vous plaît. C'est parti pour un tour du monde très bestial. Et oui, jusqu'au 4 octobre prochain, toute notre antenne se mobilisera à travers des émissions spéciales consacrées à la protection animale. Alors, pour commencer les festivités, nos amis les bêtes sont donc à l'honneur dans C'est un monde. Quelle place occupent-elles dans les autres pays? Qui sont les plus grands défenseurs de la cause animale et comment s'y prennent-ils? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors pour nous éclairer ce matin, voici nos spécimens rares. Valérie Lerouge qui nous donne rendez-vous aux Pays-Bas. Arnaud Miguet qui a fait le déplacement au Laos. Sandrine Mercier, notre correspondante en Espagne. Et enfin, Nicolas Bertrand, qui lui nous attend en Inde. Alors, pour la toute première étape, direction les Pays-Bas, où la cause animale rime avec cause nationale. Bonjour Valérie. Les Hollandais sont particulièrement sensibles, on le sait, au bien-être de nos amis les bêtes. Et leur protection est devenue une véritable priorité. Plutôt avant-gardiste, quand même, nos voisins néerlandais, non ? Oui. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, aux Pays-Bas, le chien n'est pas un animal domestique, c'est un membre de la famille à part entière. En fait, les Néerlandais ont une très grande considération pour les animaux domestiques et un mauvais traitement d'animal est même devenu un crime depuis 1886. Alors, au fil des années, la loi a évolué et en 2011, le gouvernement a même créé une police des animaux qui peut débarquer chez vous à l'improviste, souvent sur dénonciation, pour vérifier les conditions de vie de vos animaux avec de réelles sanctions à la clé. En ce qui concerne les animaux d'élevage pour l'alimentation, depuis peu, il y a un label qui vous dit si votre rôti de porc ou vos œufs proviennent d'un élevage qui respecte le bien-être animal. Alors pour être honnête, ces produits d'alimentation qui respectent le bien-être animal sont encore une petite minorité à être labellisés, mais n'empêche, ça permet aux consommateurs de choisir s'ils le veulent et de promouvoir en quelque sorte les élevages qui aident les animaux. Explication en images avec Son Chim Courrier et Jorn Van Damme. Bienvenue chez la famille De Witt, les parents, les enfants et Oscar, le boxeur. Sans oublier Scott et Allison, et Chaussette. À l'étage, Léonie partage sa chambre avec 4 rongeurs. Il y a Glenn, Peter, Scooter et Harry. Ils sont trop mignons. Ici, tout le monde traite bien son animal. Vous devez bien vous occuper de lui, le soigner s'il est malade. Les animaux occupent une grande place dans les familles aux Pays-Bas. Et l'amour de ces Néerlandais pour les bêtes ne s'arrête pas là. Sans être végétarien, Roelof veille au bien-être animal jusque dans son assiette. Bonjour, est-ce que ce jambon est labellisé Meilleure Vie ? Oui, ça veut dire que tous les morceaux de viande et toutes les charcuteries vendues ici, qui portent ce label, sont issus d'animaux qui ont vécu une vie meilleure. Depuis plus de 10 ans, le label Meilleure Vie garantit aux consommateurs néerlandais une viande élevée dans le respect du bien-être animal. Les produits sont notés de 1 à 3 étoiles et certains peuvent coûter jusqu'à 2 fois plus cher que ceux issus de la filière classique. Je regarde toujours les labels. Celui-là, c'est Vie meilleure, avec 2 étoiles. Les poules vivent plus heureuses et plus longtemps. Et le goût des œufs s'en ressent. Mission de contrôle surprise pour ces 2 policières qui consacrent 2 jours de la semaine aux animaux victimes de négligence. Bonjour, n'ayez pas peur, nous sommes la police des animaux. Lors d'une visite pour les enfants, les services sociaux se sont aussi inquiétés du sort des animaux et ont alerté la police. Oui, je vois ça, elle a mal quelque part. C'est l'oreille, elle a de l'infection et maintenant elle se gratte. Le contrôle ne s'arrête pas aux chiens, il y a la tortue. Maintenant, allons voir le lapin. Ses ongles mériteraient d'être coupés. J'ai pas osé le faire moi-même. Si elle ne fait pas ce qu'on lui dit, elle aura une amende ou elle sera condamnée à des travaux d'intérêt général. Mais si elle se rend chez le vétérinaire, alors il n'y aura pas de poursuite. Le pays compte 180 policiers des animaux, dont le travail consiste essentiellement à éduquer les citoyens. Les défenseurs des animaux ont aussi leurs élus. Kirsten de Vrede est la présidente du Parti des animaux dans la province de Groningue. Aujourd'hui,
Elle et ses partisans dénoncent l'abattage des chats errants. Protéger les animaux est au centre de notre politique. Concrètement, ça veut dire que nous nous battons contre l'industrie agroalimentaire. De plus, l'énorme quantité d'animaux que nous mangeons et que nous élevons représente une menace pour l'environnement. Merci tout le monde. Je suis confiante. Lors des dernières élections, le Parti pour les animaux est passé de 2 à 5 députés, un chiffre qui pourrait même passer à 8 selon les dernières intentions de vote. Mais Valérie, il y a aussi un parti des animaux en France, non ? Oui, c'est vrai, il y a un parti animaliste assez récent, il a été créé en 2016 en France. Il a présenté des candidats aux dernières législatives sans qu'il décroche un seul siège. Et honnêtement, c'est quand même toute la différence avec les Pays-Bas. En France, ce type de parti fait quand même plutôt sourire. Il est méprisé par la classe politique, là où au Parlement de La Haye, il est vraiment considéré comme un parti à part entière. Ils ont donc désormais 5 députés sur les 150 de leur Assemblée nationale. Ils ont 2 sénateurs sur 75 et même un député européen. Sinon, souvenez-vous qu'on est parfois un petit peu paumé avec ce que fait ou pas l'Europe. Est-ce qu'elle légifère justement au sujet de la question du bien-être animal ? Oui, alors depuis le traité de Lisbonne, l'animal est considéré comme un être sensible dans les traités donc de l'Union européenne. La Commission européenne a pondu 24 directives, j'ai compté, alors certaines sur l'élevage des veaux, sur les porcs, sur l'utilisation, l'expérimentation sur les animaux. Encore faut-il que ces directives soient transposées par les 28 États membres. Ça n'est pas toujours le cas, d'une part. Ensuite, il faut que ça soit respecté dans chaque pays. Et là, clairement, il y a les pays du nord de l'Europe qui sont très respectueux, exemplaires en la matière, le Royaume-Uni compris. Il y a les pays du sud qui le sont beaucoup moins, France incluse. Merci, tant qu'elle pond dans de bonnes conditions, tout va bien. Merci Valérie, et à très bientôt évidemment. Alors pour la prochaine escale, nous partons en Asie, où s'il y a bien un animal vénéré, adulé, respecté dans la plupart des pays, il s'agit de l'éléphant. Bonjour Arnaud. Alors constat étonnant cependant, cet animal se fait de plus en plus rare sur le continent asiatique. Comment vous expliquez le paradoxe ? Oui, vous avez raison, Laurent. L'éléphant est un animal vénéré et fait partie intégrante de la culture ici en Asie. Prenez l'Inde et l'hindouisme. Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant, le dieu de la sagesse et de la connaissance. Chez les bouddhistes, il fait partie d'à peu près toutes les légendes, mais aussi vénéré soit-il, le pachyderme est en voie de disparition, malheureusement. Et ne vous y trompez pas, c'est à cause de nous, à cause de l'homme, comme l'écrit très bien dans son livre Sapiens, Hariri. C'est à cause de l'Homo sapiens que l'éléphant disparaît. En Asie, il y a entre 40 000 et 50 000 éléphants. Aujourd'hui, au mieux, et au Laos, où nous sommes allés, le pays aux millions d'éléphants, c'est comme ça qu'on l'appelle, le Laos, ce petit pays coincé entre le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et au nord la Birmanie et la Chine. Eh bien, au Laos, il ne reste plus que 800 éléphants, la moitié seulement en liberté. Mais il y a des gens pour s'occuper d'eux, et notamment des Français. Nous sommes allés les voir. C'est un reportage signé Angélique Forger et Antoine Védéier. Regardez. On dit du Laos que c'est le pays du million d'éléphants. En réalité, il en reste aujourd'hui moins de 800. Un emblème national et sacré, désormais menacé d'extinction. À 200 km de Vientiane, la capitale, il existe dans le nord du pays un centre de conservation pour éléphants. Et ce sont 2 Français qui en ont pris les rênes il y a 2 ans. Quand on est arrivé là, on connaissait rien sur les éléphants en Asie. Et maintenant, on apprend et on découvre une espèce fascinante. Pour ce commercial de formation et cette ancienne contrôleuse de gestion, les éléphants sont devenus une passion. Nous, notre objectif, c'est vraiment de protéger les éléphants d'Asie. Tous les jours, on travaille pour eux. C'est-à-dire que l'objectif principal, évidemment, c'est les secourir, mais c'est aussi les faire se reproduire. Car au Laos, il y a urgence. Aujourd'hui, pour 10 décès d'éléphants, on ne compte que 2 naissances. Car les pachydermes n'ont plus le temps de se reproduire. Aujourd'hui, ils passent des journées entières à amuser les touristes. Mais c'est aussi l'industrie forestière
qui longtemps les a surexploités. C'est le cas de cette éléphante baptisée Médoc. Alors c'est celle qui est derrière l'arbre qui se sépare en deux. Aujourd'hui, à 50 ans, elle n'a jamais eu d'enfant. La vie de Médoc, en fait, voilà, avant c'était un cornac avec elle dans la forêt avec d'autres éléphants. Pas trop d'interaction entre les éléphants. Il travaillait toute la journée. Le soir, il dormait au campement. Elle était attachée à un arbre pour toute la nuit. Donc elle ne pouvait pas vivre sa vie d'éléphant, en fait. Désormais, ici au centre, les éléphants sont protégés et soignés. Pour des blessures de leur vie passée, mais aussi pour les petites plaies du quotidien. Elle s'est blessée avec un bambou ou quelque chose comme ça. Elle a certainement voulu attraper à manger et elle s'est ouvert la peau. Aujourd'hui, le centre compte 29 éléphants et autant de cornacs, dont Sivan Ponassa. Il travaille ici depuis 2 ans. Avant, j'étais cornac dans l'industrie du bois et cela me rapportait de l'argent pour moi et ma famille. Mais en fait, il n'y avait que cela qui comptait. L'éléphant passait après. Ici, j'ai appris à respecter l'animal, à le soigner. Ma vie et celle de l'éléphant sont bien meilleures qu'avant. Pour financer ce projet de conservation, le centre s'est ouvert récemment aux touristes. Hey, bonjour. Bienvenue. Ici, des Belges, des Français et des Allemands. C'est le public en fait maintenant qui finance tous nos projets. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Donc 90% de notre chiffre d'affaires, c'est eux. Mais ici, pas question que les visiteurs ne s'approchent trop près de l'animal, ne montent sur son dos ou ne se baignent à ses côtés. C'est ce qui fait la différence entre ce centre et la très grande majorité des camps qui existent en Asie. Les éléphants sont mis au service des visiteurs pour les amuser, pour les distraire, mais on oublie complètement le bien-être de l'animal. On pense plus au bien-être du visiteur qu'au bien-être de l'éléphant. Ici, la priorité, c'est le bien-être de l'éléphant et ensuite le bien-être du visiteur. Et les touristes n'y voient rien à redire. On avait vraiment choisi d'aller dans un centre où on était beaucoup plus respectueux de l'animal. Alors après, bon, oui, ça donne envie d'aller près d'eux, etc. Mais si on sait que c'est pour leur bien-être, non, la distance n'est pas spécialement gênante. Le travail du personnel pourrait bientôt porter ses fruits. Dans quelques mois, une éléphante devrait mettre bas. Ce serait une première dans l'histoire du centre. Ouais, superbe initiative. Est-ce qu'il existe d'autres solutions pour préserver les pachydermes? J'imagine que oui, Arnaud. Oui, il en existe, bien sûr, vous l'avez vu, celle-ci est formidable dans le reportage, mais les éléphants disparaissent tout simplement parce qu'ils ont perdu leur forêt, leur habitat naturel, et là, pour le coup, le mal est fait. Et puis ces éléphants sont épuisés et donc ne se reproduisent plus. Il faut donc améliorer déjà les conditions de vie des éléphants, interdire les camps de labeur pour éléphants, interdire les camps de débardage, et puis arrêter l'exploitation de ces éléphants pour l'industrie touristique. Certains proposent des congés maternité pour éléphants pour qu'elles aient le temps de donner naissance, parce que vous l'avez entendu, pour 10 éléphants qui meurent, il y a seulement 2 naissances, et ça, Laurent, c'est vraiment très très insuffisant pour la survie de l'espèce. Mais pourquoi, Arnaud, ne pas les remettre tout simplement en liberté? Parce que c'est dangereux, et puis parce qu'il y a toujours du braconnage. Les éléphants sont vulnérables pour l'ivoire, même si le commerce a été en principe interdit, et pour leur peau. Et qui veut la peau des éléphants, si je puis dire? Eh bien, ce sont les Chinois, parce que c'est bien pour le cuir, et c'est bien aussi pour la médecine traditionnelle chinoise. Ça soigne les problèmes d'acné, d'eczéma, mais aussi les problèmes digestifs. Et malheureusement, du coup, les massacres d'éléphants, que ce soit en Birmanie ou au Laos, eh bien, ces massacres continuent. Oui, au Laos, où il y avait un ordre, une médaille qui s'appelait le millier d'éléphants blancs, je vous parle de ça, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Arnaud, hein, comme vous et moi, bien sûr. Merci beaucoup, en tous les cas, pour ces images et toutes ces informations, et à bientôt. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec notre ami Julia Livage, et ça n'aura échappé à personne. Les animaux sont les nouvelles stars du net. Alors, chiens, chats, perroquets, castors, j'en oublie, bien sûr, c'est un peu le bébé de show sur la toile, Julia. Oui, complètement. 112 millions de vidéos de chiens, 105 millions de vidéos de chats, des milliers de clics, des milliers de millions de clics
sur YouTube et autant de j'aime sur Facebook. Les animaux que vous voyez là sont les animaux les plus suivis au monde sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle un phénomène de masse. Chats, chiens, ratons laveurs, hérissons, marmottes, ils sont extrêmement nombreux. Ce sont les premiers générateurs de buzz au monde, les animaux. Alors en France, on sait que plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Eh bien, ces maîtres, ils se retrouvent sur Internet avec des préoccupations commerciales. Ils achètent plein de choses, du loisir, des vacances en compagnie de leurs animaux. Et c'est une manne financière énorme. Tout ce qui existe pour nous existe sur Internet. Alors, un réseau social, évidemment, Yumi Pets, le premier réseau social pour animaux. Pas de discrimination, il est dédié à tous les animaux. Regardez, une communauté de plus de 2 millions sur ce réseau social. Et puis après les vacances, évidemment. Chaque animal a son profil, a besoin de vacances en particulier. Et c'est sur ce genre de site qu'on va trouver tous les animaux en question. Alors évidemment, vous voulez partir en vacances, vous voulez des lieux culturels qu'ils soient pets friendly, comme on dit, ou alors de quoi faire des rencontres. Eh bien, c'est encore sur Internet que ça se passe. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de choses. Alors, une question, Internet, c'est l'ami ou l'ennemi des bêtes ? C'est les deux, comme toujours. Évidemment, c'est sur la toile que les grandes actions elles vont être initiées pour protéger les animaux. Il suffit de voir les proportions prises dans certains cas sur les réseaux sociaux. Eh bien, quand un animal sauvage est tué, lorsque le lion Cécile a été tué il y a quelques années de ça, cette affaire, elle est devenue virale à ce moment-là. Après les retombées médiatiques, compassionnelles et financières, la mobilisation sur le web, elle a permis de faire baisser le quota annuel de 60 lions tués à 6 dans l'année. Malheureusement, comme chaque médaille a son revers, le commerce en ligne, le marché noir, est extrêmement mauvais pour les animaux. Il menace les spécimens protégés. Quelques 11 000 spécimens d'espèces sauvages ont été recensés sur 100 sites de vente en ligne sur Internet. Ça affole énormément les experts. Donc il faut vraiment être vigilant à ce genre de phénomène. Ouais, on retiendra quand même le système d'alerte que ça représente. Voilà. Merci beaucoup, Julia, pour ces informations. Alors, notre expédition se poursuit en Espagne, cette fois-ci sur les traces du plus grand, je dis bien le plus grand félin d'Europe. Bonjour, Sandrine. Il s'agit d'un lynx, le lynx ibérique, bien de chez vous. C'est une espèce, effectivement, locale, qui revient de loin, apparemment, non ? Bonjour Laurent. Oui, en Espagne, nous avons le lynx ibérique, qui, comme son nom l'indique, vit ici, dans la péninsule ibérique. Un animal qui a failli disparaître, puisqu'en 2002, c'était le félin le plus menacé au monde. Aujourd'hui, il n'est plus en voie d'extinction, alors suivons sa trace. Tout au nord de l'Andalousie, le paysage a des airs de savane africaine, jusque dans les panneaux de signalisation. Nous entrons sur le territoire des lynx ibériques. Il y a 15 ans, ce petit félin a bien failli disparaître. Miguel Ángel Simón est à l'origine d'Iberlince, le programme qui a permis la renaissance de l'espèce. En 2002, il n'en restait que 94 lynx. Aujourd'hui, il y en a 600. On a multiplié par 6 sa population. Mais pour sauver le lynx, il a d'abord fallu protéger sa principale source de nourriture, le lapin. Des centaines de refuges comme celui-ci ont été créés. Quand les lapins rentrent par ce terrier, ils sont protégés des attaques d'autres prédateurs, comme les rapaces et les renards. Ces abris sont donc très efficaces pour préserver les lapins. À la fin de l'été, la campagne de recensement de lynx bat son plein. Il doit être derrière la montagne. Cette antenne permet de repérer les animaux équipés de colliers GPS. Dans un périmètre de 400 000 hectares, Miguel et ses hommes ont aussi dissimulé des appareils photo qui se déclenchent au moindre mouvement. On a placé les caméras près d'un étang où l'on sait que les lynx viennent boire. Les images sont ensuite passées au peigne fin. Miguel et Maribel retrouvent une vieille connaissance. C'est le mâle de ce territoire-là ? Oui, c'est bien lui, c'est Granito. On les reconnaît car chaque lynx a des taches et des rayures uniques. C'est l'équivalent pour nous de nos empreintes digitales. Ce jeune mâle est né en captivité ici, dans l'un des 4 centres de reproduction du programme. Les lynx y vivent au plus près de l'état sauvage et n'apprécient pas vraiment notre présence. Quand ils hérissent leur barbe, c'est parce qu'ils sont aux aguets. Là, il n'est pas content qu'on soit là. Il veut nous dire qu'on est chez lui et qu'on doit partir. Il essaie de paraître plus grand, plus fort, plus vigoureux. 24 heures sur 24,
Des caméras permettent de suivre à distance les pensionnaires du centre. Les vétérinaires assistent en direct aux naissances, aux jeux des petits avec leur mère et à leur première séance de chasse. Les lynx ne voient jamais les soigneurs quand on lâche les lapins dans leur cage, pour qu'ils n'associent pas la nourriture à la présence humaine. On a aménagé leur cage pour qu'elle ressemble à ce qu'ils trouveront dehors. S'habituer à vivre loin des hommes est essentiel, car les lynx du centre sont ensuite relâchés dans la nature. En 15 ans, plus de 200 ont été libérés dans toute la péninsule ibérique. Reportage au poil, c'est le cas de le dire, Sandrine. Merci beaucoup. Alors, retour en France à présent avec Natacha Harry qui va nous rejoindre. On va s'intéresser à la place des animaux dans notre pays. Pour commencer, question piège, Natacha, combien y a-t-il d'animaux de compagnie dans notre pays? Voilà. Bonjour Laurent. Alors écoutez, en France, on a un peu plus de 63 millions d'animaux de compagnie. C'est un chiffre très important. Les Français sont des amoureux des chats, ou en tout cas, ils sont devenus des amoureux des chats, puisque dorénavant, le chat a vraiment détrôné le chien. En France, il y a 13,5 millions de chats. Il y a encore quelques années, ils étaient un peu moins de 10 millions. C'est pour vous dire la progression. À l'inverse, les chiens ont diminué dans nos foyers français, puisqu'on ne compte plus aujourd'hui que 7,3 millions de chiens, alors qu'ils étaient aussi environ 10 millions il y a encore quelques années. Il est vrai que le chat est peut-être plus commode pour organiser sa vie du quotidien. Et puis, pour différentes raisons, tout simplement, les Français sont vraiment des amoureux des chats. Alors, chien ou chat, c'est la même chose. Pour plus de la moitié des Français, l'animal fait vraiment partie de la famille. Il est intégré au sein du foyer, comme n'importe quel autre membre de la famille. Là, on parle des chiens, des chats, mais ce ne sont pas eux les plus nombreux. Il y a d'autres animaux aussi. Le poisson arrive bien sûr en première ligne, et oui, le fameux poisson rouge. Alors heureusement, ils sont de moins en moins dans le petit globe. Ces poissons, ils sont plus de 32 millions dans notre pays. À ça, il faut rajouter bien sûr des rongeurs, des petits mammifères et puis des oiseaux en cage. Donc vous voyez vraiment, dans notre pays, en France, on est des amoureux des animaux. Cela dit, Natacha, triste constat quand même. Il paraît que nous sommes les champions, je dis bien les champions de l'abandon. On se serait bien passé de la médaille et de ce titre. Exactement, c'est tout le paradoxe d'ailleurs à la française en matière d'animaux de compagnie. D'un côté, on les aime, de l'autre côté, on les abandonne. Le chiffre qui est fourni par la plupart des associations de protection animale annonce 100 000 animaux. Oui, 100 millions, ça faisait beaucoup. 100 000 animaux abandonnés chaque année en France. Et ce chiffre n'a pas du tout tendance à s'infléchir malgré les campagnes qui essaient justement de responsabiliser les propriétaires d'animaux. Vous savez qu'en abandonnant son animal de compagnie, on risque une peine maximale de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Il faut quand même mettre un bémol, cette peine est rarement appliquée. Pourtant, notre code civil a évolué assez récemment, puisque en 2015, le code civil reconnaît enfin aux animaux le caractère d'êtres vivants doués de sensibilité. Avant, ils n'étaient que des meubles. Oui, enfin, l'homme est toujours aussi sauvage. Et justement, en ce qui concerne la faune sauvage, comment se situe la France ? Elle se situe très très bien. De par la variété de nos climats, de nos paysages, la France est vraiment un pays très riche en matière de faune sauvage, sans oublier non plus la variété de notre littoral. Peuvent se croiser au large de nos côtes des dauphins, des baleines, des phoques et aussi une multitude d'oiseaux. Donc nous sommes vraiment dans un pays très très riche en la matière. Laurent, j'ai une petite devinette pour vous pour terminer. Et oui, c'est pas toujours facile. À votre avis, quel est l'animal appartenant à la faune sauvage, bien sûr, qui est le plus menacé dans notre pays ? Alors, je vais peut-être vous donner 2-3 petits indices. Oui, ce serait nécessaire, parce qu'entre les réintroductions et... Oui, c'est pas facile, je vous avoue. Il s'agit d'un petit mammifère aquatique qui appartient à la famille des Mustélidés. Ne me dites pas que c'est une loutre ou quelque chose comme ci ou ça. Ça ressemble un petit peu, c'est le vison d'Europe. Voilà, le vison d'Europe a été classé par l'UICN en danger critique d'extinction. C'est un animal absolument magnifique qui mérite d'être connu et d'être protégé, bien sûr. Vous étiez souriante, mais c'est quand même un constat alarmant. Merci en tous les cas, Natacha, pour ces chiffres, ces informations. On vous retrouvera, je le précise, tout au long de la semaine prochaine dans Télématin, évidemment, avec grand plaisir. Pour continuer
partager, à célébrer comme il se doit le monde animal avec cette journée point d'orgue, celle du 4 octobre. Alors, pour notre toute dernière destination, cap sur New Delhi, où les animaux ont envahi l'espace public. Bonjour Nicolas. Entre les vaches, les singes, les aigles, les rues se transforment en véritable jungle urbaine chez vous, c'est ça? Comment expliquer cette présence passive? Exactement, bonjour Laurent, mais c'est assez simple finalement. Si tous ces animaux s'épanouissent si bien ici dans cette mégapole de New Delhi, c'est parce que personne n'ose y toucher, ils sont tout simplement sacrés. Il y a les vaches, vous en parlez, et si vous avez lu Tintin comme moi, vous le savez, les vaches sont super sacrées. Elles sont considérées par les hindous comme la mère de toute vie. Elles renfermeraient des milliers et des milliers de divinités et donc on n'y touche pas, on ne les houspille pas, même si elles bloquent la circulation, on les laisse tranquilles. Ensuite, il y a les singes. Les singes, eux, s'ils sont respectés, c'est à cause de ce monsieur. En fait, c'est un dieu. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Hanuman, extrêmement vénéré, extrêmement respecté par tous les hindous. Et comme vous voyez, eh bien, il a une tête de singe, une queue de singe. Et donc, on estime ici que les chimpanzés, les macaques sont ses cousins, ses frères. Et donc, on n'y touche pas, même s'ils sont en train de dévaliser votre cuisine. Je vous promets que ça arrive, je parle d'expérience. Hors de question de faire du mal à nos amis les singes. Mais la liste d'animaux respectés ici est bien longue. Les rats, par exemple, qu'on déteste tellement en Occident. Ici, ils disposent d'un temple à leur gloire dans le Rajasthan. De manière générale, tous les animaux sont bien plus respectés. Vous savez que 50% de la population ici est végétarienne. Cela aide déjà pas mal nos amis les animaux. Mais dans une ville comme New Delhi, parfois, on est proche du chaos, comme vous allez pouvoir voir dans ce reportage. Il est signé Amanda Jaquel, Ram Pateria et Victor Bachtik. En plein centre-ville de New Delhi, allez, va-t'en! Cette famille va bientôt être victime d'un vol. Pas tout à fait ordinaire. Leur goûter vient d'être dérobé par une famille de singes. Visiblement, très à l'aise. La scène peut paraître ahurissante, mais dans la capitale indienne, elle est devenue totalement banale. Impossible de les compter tellement l'animal se reproduit rapidement. Il serait des milliers à tyranniser passants et vendeurs. Ils prennent des grappes de bananes et ils montent aux arbres. Et on doit leur courir après. Ils mangent la moitié de la banane et l'autre est jeté par terre. Mon collègue s'est déjà fait mordre. Les autorités ne font rien, nous n'en pouvons plus. Et les singes ne sont pas les seuls à imposer leurs lois aux humains. Car si la ville compte plus de 20 millions d'habitants, elle abrite aussi des millions d'animaux qui ont fait des rues leur territoire. Dans chaque quartier, les chiens sauvages vivent en meute et règnent sur le moindre mètre carré. Et dans les airs, ce sont les aigles, les rois des cieux, perchés sur les lampadaires ou tournoyant à la recherche d'une proie. Comme dans cette vidéo amateur, ils n'hésitent pas à attaquer. Face à ces problèmes, des ONG ont vu le jour. Dans le call center de cette association, Raoul rassure les personnes confrontées aux bêtes les plus agressives. Le téléphone sonne une 50aine de fois par jour. Beaucoup de gens nous appellent en disant que les singes vont les mordre, qu'ils vont leur sauter dessus. Ils ont très peur des singes, on a ce genre d'appel tous les jours. Mais depuis 20 ans, la principale vocation de ce refuge reste le soin. Chaque jour, des dizaines d'animaux des rues arrivent ici blessés, percutés par des voitures ou maltraités par des passants. Et pour Ambika Shukla, directrice de l'association, les réelles victimes de cette cohabitation seraient les bêtes sauvages, spoliées de leurs terres. New Delhi, c'était une jungle avant. Toute la ville. Ce n'est que récemment que des parties qu'on appelle Delhi Sud ont été créées en rasant les forêts. Avec ses 4000 pensionnaires sauvés des rues, le refuge se targue aujourd'hui d'être le plus grand d'Asie. N'ayez pas peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et contrairement à leur situation en ville, ils ont ici tous les droits, toutes les attentions.
Ici, ils ont de quoi se balancer et glisser. Et là, des hamacs, ils adorent ça. Une fois rétablis, certains seront adoptés et les autres relâchés dans la nature, loin de la ville. Nicolas, on a vu effectivement beaucoup de singes dans le reportage. Bon, en temps normal, c'est plutôt sympa, effectivement, comme animal. Pourquoi pose-t-il autant de problèmes encore, dans cette ville comme dans d'autres d'ailleurs, hein ? Alors effectivement, les singes, ils ont l'air mignons quand ils se balancent aux branches d'un arbre dans la jungle, mais dans une ville, ils deviennent extrêmement agressifs, d'autant qu'ils se baladent en bande ici et qu'ils attaquent également en bande. Exemple, notre bureau qui est juste en face de moi, il se trouve au 2e étage d'un immeuble. Et bien certains matins, il nous est tout simplement impossible d'y accéder, je vous assure, parce qu'il y a des singes qui se tankent dans la cage d'escalier et qui nous empêchent tout simplement de passer. Pendant ce temps-là, certains de leurs copains se trouvent dans le bureau, ils sont rentrés par une fenêtre ou par une porte, ils dévalisent tout ce qu'ils peuvent, ils ouvrent les armoires, ils renversent les poubelles, ils prennent vraiment tout ce qu'ils veulent, pas uniquement de la nourriture d'ailleurs. La dernière fois, ils nous ont chapardé des housses de protection contre la pluie pour nos caméras, je me demande bien ce qu'ils vont faire avec ça, mais de manière générale, ici, à New Delhi, on s'est déjà tous fait attaquer par des singes. Moi, ils m'ont volé mes clés de moto. Mon voisin, ils lui ont volé 2 énormes sacs de mangue. Ils adorent ça alors qu'il tentait de rentrer chez lui. Voilà, même dans une ville bétonnée avec la circulation folle de New Delhi, ils sont chez eux et ils font la loi. Oui, il faut savoir qu'à Longpuri, en Thaïlande, ils ont trouvé une solution. Ils ont grillagé toutes les ouvertures de toutes les maisons et tous les immeubles. Bon, cela dit, c'est pas très joli. Est-ce que du côté de la municipalité, justement, de New Delhi, on a pensé à quelques solutions ? Oui, il y a des initiatives. Par exemple, dans certaines gares ici à New Delhi et dans les villes aux alentours, ils ont embauché des agents qui sont chargés de patrouiller dans la gare et de pousser des cris stridents, je vous assure, pour tenter d'effrayer les singes. C'est un métier qui existe ici en Inde. Plus sérieusement, maintenant, ce sont des campagnes de stérilisation à grande échelle qui sont lancées à New Delhi, pas uniquement pour les singes d'ailleurs, pour les chiens également. Des équipes mobiles tentent d'approcher les animaux et de les stériliser sans douleur, sans peine, je vous assure, afin, à moyen ou à court terme, de limiter le nombre d'animaux qui déambulent ici dans les rues de la capitale indienne. Merci beaucoup Nicolas, on a adoré et notamment vos anecdotes. Alors bon courage effectivement à vous et au bureau de New Delhi. Madame, monsieur, notre bestiaire rentre au vestiaire. Merci bien sûr à nos 4 correspondants pour ces reportages passionnants, spectaculaires. N'oubliez pas, les animaux seront à l'honneur toute la semaine prochaine et notamment le 4 octobre lors d'une journée spéciale au cours de laquelle toutes les émissions de France 2 se mobiliseront pour la cause animale.